Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Nantel. Dans ma dernière vidéo, j'ai montré que depuis des siècles, les Canadiens anglais et leurs alliés québécois dénigraient systématiquement les Québécois de souche pour leur inculquer des sentiments d'infériorité et de culpabilité. Le but étant de les faire tenir tranquilles pour que le Canada anglais puisse continuer de les voler le plus longtemps possible. Cette tactique a été efficace puisque les Québécois de souche continuent de s'excuser aux Juifs, aux Noirs, aux immigrants et un peu tout le monde de crimes qu'ils n'ont pas commis. Cette tactique a été encore plus efficace au Canada anglais où il est universellement admis que les Québécois de souche sont corrompus, intolérants, incompétents et même pas très intelligents. Quand j'habitais au Canada anglais, j'avais souvent des conversations sur la souveraineté du Québec avec les gens. Et au bout de 5 à 10 minutes de conversation, tout le monde se regardait avec des sourires entendus et disait que toute cette histoire de souveraineté, ça servait à tromper la population au Québec. Quand j'entendais ça, je leur disais toujours que j'étais surpris par l'écart d'intelligence entre les deux peuples, étant donné qu'au bout de 5-10 minutes de conversation, ils avaient tout compris, alors que les Québécois n'avaient toujours pas compris de quoi il était question, après 40 ans de débats sans fin sur le sujet. Il n'y a pas seulement les Canadiens anglais qui nous prennent pour des imbéciles, également nos fédéralistes qui nous déclarent par exemple que la souveraineté c'est une vieille idée du 19e siècle et que l'avenir c'est à la globalisation et à la mondialisation. Curieusement pourtant, les Canadiens anglais, nos fédéralistes, ne se montrent pas très pressés de se globaliser, d'abandonner leur souveraineté, étant donné que dans les Grands Nord canadiens, par exemple, ils ont bien l'intention d'imposer la souveraineté canadienne sur le passage du Nord-Ouest, si nécessaire en se procurant des armes offensives. Dans le même registre, nos fédéralistes nous déclarent que la planète est en train de devenir multiculturelle. C'est pas vrai. En fait, c'est l'inverse. Ce sont les pays riches en décadence, et notamment l'Occident, qui sont en train de devenir multiculturels. Partout ailleurs, c'est l'inverse. L'Amérique latine, qui ne reçoit presque plus d'immigrants, devient de plus en plus monoculturelle. L'islam est de plus en plus dominant dans les pays musulmans. Avec le départ des Européens d'Afrique, et notamment d'Afrique australe, l'Afrique devient de plus en plus africaine. Quant à la Chine, qui a récupéré Hong Kong et Macao, et qui s'apprête à récupérer Taïwan, elle est de plus en plus chinoise. Quant aux grandes villes des pays du Sud qui étaient jadis multiculturelles, qu'on pense à Istanbul, Alexandrie, Rio de Janeiro, etc., ces villes-là sont en train de devenir monoculturelles par suite de la tendance des peuples à assimiler les minorités qui vivent au milieu d'eux. Une autre bêtise qu'on entend dans la bouche de nos fédéralistes, c'est quand ils nous disent que quand il y a un référendum au Québec, et que la réponse est non, les Québécois de souche doivent se plier à la règle de la majorité, ce qu'ils ont fait à 2 reprises. Mais que quand la réponse est oui, ils doivent également se plier à la loi de la minorité, même quand cette minorité représente 49, 40 ou même 33% du total de la population. C'est certainement lors du débat sur la partition du Québec qu'on a entendu les plus belles bêtises. Comme ça, l'apartheid sud-africain qui visait à réserver 80% du territoire à 20% de la population, c'était inacceptable, immoral, répugnant. Mais au Québec, c'est très beau l'apartheid, c'est très joli, c'est très moral, quand les Autochtones réclament 30, 50, 90% du territoire alors qu'ils ne représentent que 1,5% de la population. Le meilleur exemple de racisme en envers au Québec a peut-être été donné lors de la crise d'Oka que posaient les Mohawks au gouvernement du Québec. Les Iroquois, il faut s'en souvenir, c'est un peuple de génocidaires qui a commis plusieurs génocides bien documentés lors de la guerre du Castor au XVIIe siècle. Une guerre au cours de laquelle ils ont massacré des peuples comme les Pétuns, les Neutres, les Hurons. Les Mohawks, qui sont des Iroquois, ont tué un policier. Ils ont détruit des dizaines de maisons, menacé la population et menacé de faire sauter le pont Mercier. Mais c'est quand même eux qui ont passé pour des victimes et nous pour des bourreaux. L'habitude qui a été prise partout au Canada de tout le temps dénigrer les Québécois de souche a fait que les insultes se sont accumulées au Québec et ont même fini par se matérialiser dans la pierre et le métal un peu partout sur notre territoire. Juste à la frontière ouest du Québec, les Québécois peuvent aller admirer le Parlement fédéral qui, du haut de la colline parlementaire, leur tourne le dos. Ça, c'est vraiment étrange, parce que d'ordinaire, quand on construit un building aussi coûteux sur une colline qui fait face à un paysage grandiose, on conçoit et on construit le building de façon à ce qu'il fasse face au paysage de manière à ce que ça augmente la valeur du building. C'est un peu ce que fait un bijoutier
lorsqu'il présente une émeraude dans un écrin de velours noir. C'est ce qu'on peut voir par exemple avec le Christ de Rio de Janeiro, avec le fameux château de Louis II de Bavière, avec le Sacré-Cœur de Montmartre à Paris, ou à Québec, avec le château Frontenac qui fait face à l'immense vallée du Saint-Laurent. Mais à Ottawa, c'est le contraire. Le Parlement canadien tourne le dos au Québec et a un paysage grandiose pour plutôt faire face à un boulevard de ville, qui est sans intérêt, sans beauté. C'est étrange tout ça. Quant à l'aéroport de Montréal, le fédéral aurait pu éviter les rancœurs et les controverses inutiles en le renommant tout simplement l'aéroport Jean-Drapeau. Mais non, il a tenu à blesser le plus de sensibilité possible au Québec en le renommant plutôt l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau. Pierre-Éliott Trudeau, l'homme qui a bâti toute sa carrière politique contre le Québec, envoyé l'armée dans nos rues, qui a volé le droit de veto du Québec après lui avoir promis des changements lors du référendum de 80. C'est le même homme qui avait écrit que le peuple québécois était un dégueulasse petit peuple de maîtres chanteurs. Dégueulasse. Qu'on ne se trompe pas ici. C'est pas par distraction que le principal aéroport du Québec a été renommé Pierre-Éliott Trudeau. Il s'agissait d'une insulte délibérée et gratuite. Comme on nous a montré à nous, à toujours regarder la paix sociale, les fédéralistes n'ont pas à s'en préoccuper et ils profitent de chaque occasion qu'ils trouvent pour nous insulter. C'était pas non plus par distraction que les Anglais de Ville-Mont-Royal ont fait construire un mur et une clôture pour les séparer de la souillure que représentaient les immigrants et les francophones qui vivaient de l'autre côté à Parc Extension. On voit ici le mur qui sert à protéger les maisons cossues de Ville-Mont-Royal, un mur qui se continue par une clôture cachée par une haie le long du boulevard de l'Acadie, et de l'autre côté du boulevard, les blocs appartements pauvres de Parc Extension. Pour ce qui est des statues qui ornent nos villes, pourquoi, compte tenu de notre histoire, trouve-t-on à Montréal 2 statues à la reine Victoria? Et que fait la statue de Wolfe, le conquérant du Québec français, sur la façade de l'Assemblée nationale du Québec? Wolfe, le militaire qui a tué des milliers de nos ancêtres, brûlé des milliers de leurs fermes et détruit la ville de Québec elle-même. Wolfe, qui disait que les Québécois, c'était de la racaille. Quel imbécile a bien pu avoir l'idée de mettre sa statue sur notre Assemblée nationale? Et qui, chez les nationalistes, a eu la sottise de la laisser là quand, après avoir pris le pouvoir, ils ont eu la chance de l'enlever et de la remplacer par une autre. Quant à la statue à l'amiral Nelson, qui se trouve sur la plage Jacques-Cartier à Montréal, son but, dès son érection en 1809, était d'insulter les Québécois. Même si l'amiral Nelson est venu 2 fois au Québec, il a tellement navigué, on n'arrive pas à voir le lien qui peut exister entre lui et la ville de Montréal. Le seul lien imaginable, c'est que l'amiral Nelson était un marin anglais qui avait vaincu des Français et que sa statue a été commanditée et érigée par des Anglais de Montréal qui tenaient à injurier les francophones. L'insulte ici était très élaborée. D'abord, la statue de la plage Jacques-Cartier a été la toute première statue de l'Empire britannique à être construite en l'honneur de l'amiral Nelson. Sa base est ornée de scènes qui montrent des victoires anglaises contre les Français et les commentaires qui y sont faits sont uniquement en anglais. La statue a elle-même été érigée sur la principale place de la plus grande de nos villes. Enfin, elle tourne le dos à la plage Jacques-Cartier, ce qui n'est pas commun, pour plutôt faire face au Québec français. La menace est évidente. Contrairement à des statues comme celle de Jean Drapeau, qui était une 50aine de mètres de là, ou aux statues à De Gaulle ou à Camille Lorrain qui sont sur la rue Sherbrooke et qui sont à la hauteur des piétons, la statue à l'amiral Nelson a été conçue dès le départ pour être inaccessible. Dès sa construction, on l'a protégée avec une clôture métallique et on l'a juchée sur une très longue colonne qui était difficile à escalader. Ajoutons que la principale victoire de l'amiral Nelson contre les Français, à Trafalgar, a été commémorée dans une rue de Montréal qui s'appelle Trafalgar Heights. Pour ce qui est des victoires terrestres des Anglais contre les Français, plusieurs ont été commémorées à Montréal dans des noms de rues. Par exemple, on trouve à Montréal une place Blenheim. Blenheim, c'est l'endroit où le duc de Marlborough a vaincu les armées de Louis XIV. Quant à Waterloo, la plus grande des victoires terrestres des Britanniques contre les Français, elle a été commémorée à Montréal par un chemin Waterloo. Quant au vainqueur de Waterloo, le duc de Wellington, on l'a célébré à Montréal
par une rue Wellington, par un pont Wellington et par une promenade Wellington. S'il est très bien que certaines rues à Montréal portent le nom de Britanniques célèbres qui ne nous ont jamais fait de mal. Je pense à des gens comme Churchill, Shakespeare ou Darwin. Comment expliquer qu'une rue à Montréal porte le nom de Amherst? Amherst, l'homme qui a recommandé d'exterminer les Indiens de Delaware en leur distribuant des couvertures contaminées avec de la variole. En plus d'une rue Amherst à Montréal, on trouve un chemin Amherst et un square Amherst. Il convient ici de mentionner également tous les noms de rues qui à Montréal célèbrent les membres de la dynastie britannique actuelle. La dynastie qui a envoyé ses armées pour envahir le Québec et qui est directement responsable de l'appauvrissement artificiel des Québécois de souche pendant un quart de millénaire. À Montréal, en plus de la gare Windsor et de l'hôtel Reine-Élisabeth, on trouve un chemin Queen Mary, une avenue Georges V, une avenue Édouard VII, une avenue King Edward, et des rues Prince Arthur, Prince Albert, Prince Charles, Prince Philippe, etc. Mais la meilleure, c'est qu'à Montréal, on ne trouve pas seulement une rue qui porte le nom de Lord Durham, mais deux. Lord Durham, l'homme qui a recommandé de détruire le peuple québécois, l'homme qui dans son rapport a dit que le peuple québécois, et je cite, était un peuple ignare, apathique et rétrograde, un peuple mal éduqué et stationnaire, une nationalité insignifiante et chimérique. Tous ces compliments méritaient deux noms de rue. On pourrait faire le même genre de recherche un peu partout au Québec et on trouverait de nouvelles perles, de nouvelles insultes matérielles. Par exemple, en Montérégie, on trouve une ville de Waterloo et un village de Durham-Sud. Et dans les Laurentides, on trouve une ville de Amherst. À Sherbrooke, on trouve une rue Durham, une rue Amherst, une rue Wellington, un boulevard Queen Victoria, une rue Georges V et une route de Windsor. La simple honnêteté m'oblige à dire que ce n'est pas toujours par malveillance que certaines de nos rues portent le nom de certains de nos ennemis. Parfois, c'est simplement de l'ignorance ou de l'inconscience qui fait que ces rues-là ont été nommées comme ça. C'est probablement la raison pour laquelle on trouve des rues ou des avenues Wolfe à Montréal, à Québec, à Trois-Rivières, à Rouyn-Noranda, à Bécomo, etc. On parle bien de Wolfe ici, l'homme qui a massacré des milliers de nos ancêtres. Il y a même une plaque commémorative au général Wolfe à Lévis, près de Québec. Quand on considère toutes ces insultes de métal et de pierre qui ont éparpillées un peu partout sur notre territoire, on se dit que ça fait vraiment beaucoup de célébrations anti-françaises dans un État qui a toujours compté 80% au moins de francophones. Puisqu'on trouve un peu partout au Québec des rues Wolfe et Durham, posons-nous la question, est-ce qu'on trouve une rue Adolf Hitler à Tel Aviv en Israël? Ben non, évidemment que non, bien sûr que non. Et les Britanniques, qui ont été bombardés par les Allemands au cours des deux guerres mondiales, est-ce qu'ils ont mis une seule rue Hermann Göring dans leur ville? Bien entendu que non. Et trouve-t-on un boulevard Waterloo à Paris? Ben non. Et au Québec, est-ce que les francophones auraient idée d'aller construire une statue à Napoléon Bonaparte à Westmount ou à Ville-Mont-Royal? Ben non, on ne ferait pas ça. On aurait peur d'offenser nos compatriotes anglo-québécois. Mais eux, ils ne se sont jamais gênés pour nous injurier. Les Canadiens anglais sont tellement habitués à le faire sans qu'on réagisse qu'en 2009, ils ont été tout surpris de découvrir qu'on ne les laisserait pas célébrer tout tranquillement le 250e anniversaire de notre défaite historique des Plaines d'Abraham en reconstituant la bataille avec des acteurs juste pour rire. Signalons que si le gouvernement fédéral a conservé intactes les Plaines d'Abraham, c'est entre autres pour que les Québécois conservent constamment sous les yeux le souvenir de leur défaite historique. Et nos chefs dans tout ça? Eh bien, nos chefs, ils font comme nos intellectuels. Ils rajoutent des insultes à celles du Canada anglais. Par exemple, Lucien Bouchard, qui a travaillé seulement 6 ans pour obtenir une généreuse pension de premier ministre, ne s'est pas gêné pour venir dire aux Québécois qu'ils devaient travailler plus et mieux. C'est le même homme qui, pour cacher le fait qu'il a eu peur de faire un référendum après sa victoire électorale de 1998, alors qu'il avait été élu pour le faire, essaie désormais de faire déraper le projet souverainiste en disant que 50% et plus, c'est tout à fait inatteignable. Il se présente comme un lucide, c'est-à-dire qu'il laisse sous-entendre que les souverainistes sont des rêveurs irréalistes. Dans un pareil climat culturel,
Comment s'étonner que des groupes ethniques récemment arrivés au Québec se croient autorisés de nous insulter ouvertement? Lors du débat sur la charte de la laïcité, des musulmans nés à l'étranger ont fait une manifestation dans les rues de Québec, notre capitale, dans laquelle ils arboraient une banderole sur laquelle il était écrit « Ne nous laissez pas seuls avec les Québécois de souche ». Ce message s'adressait clairement au Canada anglais. Pourtant, il n'a pas été écrit en anglais, il a été écrit en français. Est-ce que c'est parce que les manifestants voulaient montrer du respect au peuple québécois et à sa langue? Mais non, c'est l'inverse. C'est parce qu'ils voulaient être sûrs que tous les Québécois de souche comprennent l'insulte qu'ils leur lançaient. Et tout ça, ça a été fait en souriant, avec des rires, en s'amusant. Parce que les immigrants ont tous compris que les Québécois de souche avaient été entraînés à ne pas réagir quand on les insultait ouvertement. Certains diront, quelle importance qu'il y a des rues Wolfe ou des rues Durham au Québec. Ça, c'est un commentaire de petits pauvres et de chiens battus. Se faire respecter, c'est tellement important, ça vaut tellement d'argent, que dans le passé, les nobles, les aristocrates, qui étaient des parasites qui vivaient dans le luxe et les plaisirs, n'hésitaient jamais à se battre dans des duels à mort si on les insultait. C'est la même chose avec les chefs de la mafia, qui sont des voleurs et des assassins, mais qui peuvent devenir très violents si on les insulte eux ou leur famille. Si, dans le passé, les riches ont toujours dépensé d'énormes fortunes pour se bâtir d'immenses châteaux, se couvrir de bijoux ou acheter des titres ronflants, c'est parce qu'ils ont toujours su que le respect, ça valait beaucoup d'argent. Comment pourrions-nous éliminer les insultes au Québec? Même sans faire la souveraineté, nos chefs pourraient faire beaucoup pour augmenter le respect qui nous est dû en défendant l'équité et la justice. Il pourrait, par exemple, refaire les fusions municipales sur l'île de Montréal exactement comme ça a été fait dans la plupart des grandes villes qui entourent le Québec. Il pourrait également franciser les institutions anglophones en trop qui sont surfinancées avec des taxes payées par les francophones. La Constitution canadienne le permettrait, parce que selon elle, les villes, les écoles, les cégeps, les commissions scolaires, les hôpitaux sont des créatures de l'État québécois qui peut les gérer comme bon lui semble. De toute façon, il y a la clause nonobstant. Malheureusement, le gouvernement péquiste actuel a garanti aux anglophones qu'il n'en ferait rien. Personnellement, j'ai toujours pensé que si ce gouvernement ne voulait pas faire 5% de la souveraineté, qu'il n'essaierait jamais d'en faire 100%. Quoi qu'il en soit, il serait beaucoup plus facile d'éliminer les insultes au Québec si on s'engageait sur le chemin de la souveraineté. Par exemple, on pourrait éliminer le pénible souvenir des plaines d'Abraham en y déclarant tout simplement la souveraineté du Québec. Pour ce qui est de franciser les institutions anglophones en trop, on devrait commencer par franciser les 2 des 3 universités. Or, comme le mot bishop signifie l'évêque en français, on devrait franciser l'université Bishop et la renommer l'université René Lévesque. On n'aurait même pas changé son nom. Pour ce qui est des 2 autres universités, on devrait franciser de préférence l'université McGill plutôt que Concordia, de façon à éviter qu'après la souveraineté, les gens comparent le McGill actuel, qui est surfinancé avec nos taxes, et la McGill d'après la souveraineté, qui serait financée normalement et qui par conséquent aurait des succès internationaux bien moindres. Comme il s'agirait de franciser l'université McGill, on devrait la renommer l'université Camille Lorrain, c'est-à-dire du nom du père de la loi 101. Une autre chose importante à faire pour se faire respecter après l'indépendance, ce serait d'éliminer les énormes coûts du bilinguisme au Québec. Or, au Québec, ce qui coûte cher, c'est pas le français, c'est l'anglais. Sauf exception, la plupart des administrations publiques au Québec devraient donc être en français, mais devraient fournir des services en anglais à la minorité anglaise, là où le nombre le justifie, c'est-à-dire en suivant exactement la même politique que celle que suit le Canada anglais avec ses minorités francophones. La chose la plus importante en réduisant les privilèges des anglophones, ce serait de respecter à la lettre et généreusement chacun de leurs droits. Ce serait une question de principe et une question de morale. Pour ce qui est d'éliminer toutes les insultes de métal et de pierre dont on a parlé, le plus simple, ce serait de faire ce qu'a fait Stephen Harper au Canada et de présenter un projet mammouth où seraient décrites toutes les insultes qu'on veut éliminer. Et on ferait passer ce projet mammouth-là
au moment où il y aurait une grosse controverse, par exemple lors de la francisation de l'Université McGill. Comme le Canada anglais ne pourrait pas imprimer 2 Global Mail par jour, il ne pourrait pas nous insulter et le projet Mammouth en question passerait comme du beurre dans la poêle. Une fois souverain et en pleine possession de toute notre puissance, on pourrait forcer le Canada anglais à arrêter de nous insulter sans faire de crise diplomatique. C'est-à-dire qu'on n'aurait qu'à utiliser le fait qu'on contrôle toutes les communications entre le Canada de l'Ouest et le Canada de l'Est pour leur faire payer chaque nouvelle insulte à millions. Vous allez voir, ils vont vite comprendre et faire la relation, ils vont commencer à nous respecter. Comme d'habitude, je vais vous demander votre aide pour diffuser cette vidéo. J'ai pris beaucoup de temps pour la faire et j'espère que vous allez m'aider à la diffuser. Je vous dis à la prochaine.